Vous vous êtes pas dit qu'il fallait être champion sur ses terres à un moment, ça vous allait vous? Parce que parfois on regarde les chefs qui font carrière à l'étranger, en France. Ouais, oui, bien sûr. Ça vous a jamais Non, parce que j'ai fait quelque chose qui est suffisamment différent. Oui, je comprends un petit peu le principe français de ce oui, mais 3 étoiles, elles sont en Chine. Enfin, bon. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont venus dans les 3 étoiles. Il y a beaucoup qui sont venus. Et encore une fois, j'ai pris 3 étoiles sur le restaurant le plus décalé de la planète Michelin, mais très clairement le plus décalé. Donc à partir de là, je veux dire, moi, ça m'a comblé dans ce sens-là. Je sais ce qu'on fait, puis là, on va bientôt, évidemment, on va arrêter Ultraviolet, parce que je pense que j'aurai plus les moyens de le faire au meilleur niveau. Mais ça restera le cornerstone de ma carrière. Il y aura pas d'équivalent. Et c'est pour ça que je suis pas forcément très intéressé à reprendre un gastro. Peut-être que je changerai d'avis, hein. Les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais en tout cas, aujourd'hui, ma volonté, c'est d'arrêter de me consacrer à des choses beaucoup plus, je vais pas dire commerciales, mais beaucoup plus consensuelles, que j'adore faire aussi, hein, comme on a fait quelque chose comme Nonos, qui est des espèces d'ordinaire dans lequel on essaie de faire attention à ce qu'on fait. J'aime beaucoup ces projets comme ça. Et je pense qu'il est temps. Je pense que je vais pas donner mon âge, j'ai l'air d'en avoir 30, je sais. Mais je pense qu'il est temps de passer dans cette 3e phase de ma carrière. Ça a beaucoup de sens. En fait, il se trouve que circonstanciellement, Ultraviolet était entouré de travaux, machin, truc, etc., et qu'on avait au moins une grosse pause à faire. Donc, je pense qu'on va pas réouvrir derrière, et je pense que j'annonce clairement que quelque part, on dépose les étoiles avec le restaurant, et puis on fera autre chose. Nouvelle ère. Bien sûr. On va en parler, on va s'ouvrir là-dessus, mais quand même, il faut lui consacrer un petit chapitre et un petit temps de ce récit. Ultraviolet qui est climax. D'où vient l'idée? Comment ça se fait? Parce que là, pour le coup, vous êtes le patron de votre ambition et c'est ce qui peut-être vous représente le plus à ce moment-là en termes d'expression et de concept. Avant d'arriver à Ultraviolet, donc Jadon 36, c'est ce restaurant au Shangri-La que je vais tenir pendant 3 années, qui vont me positionner à Shanghai essentiellement, et les premiers positionnements un petit peu internationaux avec les grands rendez-vous un peu de chefs, les Madrid Fusion, les l'Homéror de la gastronomie, etc. Et donc on se fait un petit peu connaître à ce moment-là, et c'est vrai que ça va m'ouvrir quelques portes, et notamment la porte de ce qui deviendra Ultraviolet, avec mon partenaire de l'époque, qui est toujours mon partenaire, qui s'appelle le groupe VOL, et qui me proposera d'abord de reprendre l'ancien restaurant des frères Pourcel, qui était sur l'avenue un petit peu montagne de Shanghai, qui est le Bund, ce qu'on appelle le Bund, qui est juste en face de cette espèce de Pearl Tower qu'on voit, qui représente un petit peu Shanghai. Et donc Mr. et Mrs. Bund, c'est une espèce de grande brasserie que j'ai toujours aujourd'hui. Et surtout dans le panier, dans la négociation, avant de changer de crèmerie, j'ai bien mis le projet qui est le projet un petit peu de ma vie, que j'essaie de faire depuis 1996, avec des moyens d'ailleurs fluctuants, hein. C'était démarré sur des choses beaucoup plus humbles, et ça a pris un petit peu de l'ampleur, et ça deviendra ce qui est Ultraviolet. Et quand j'ai dit que ça a démarré en 1996, la première fois que je vais faire ce qui deviendra Ultraviolet, c'est-à-dire sur une table comme ça réduite, qui s'assied à un moment déterminé, tous ensemble, et qui mange une proposition définie, c'est-à-dire la maîtrise de l'offre et du temps. C'est en Australie que je veux le faire. Je ne le ferai pas, mais c'était des moyens beaucoup plus humbles. C'était une seule table de 12. D'ailleurs, à l'époque, j'avais la barbe, j'arrivais à la fin, je faisais Jésus-Christ, et je servais comme ça un menu personnel, et qui nous met dans des conditions en fait de travail qui sont les véritables conditions de travail de la cuisine, qui est définie par ce qui est la cuisine familiale. C'est-à-dire que c'est pas le principe de la cuisine professionnelle dans lequel le client va choisir. Le client va s'asseoir quand il veut, il a cette liberté, il va choisir ce qu'il veut. 4 personnes à la même table vont choisir 4 entrées différentes. Donc évidemment, il va falloir que la cuisine professionnelle intègre, au travers de ce qu'on appelle la mise en place, les plats pour pouvoir les finir dans un temps imparti, acceptable par le client d'1 quart d'heure, etc. Donc en fait, le but d'Ultraviolet, et l'essence d'ailleurs de ce projet, c'est de gommer un petit peu tout ce qui, à mon avis, abâtardit la cuisine, même au meilleur niveau, c'est-à-dire l'intégration pour pouvoir délivrer sur ordre du client. Donc là, pour qu'on comprenne bien, Ultraviolet, ça part d'une envie de se dire, à un moment donné, je vais décider pour un groupe de personnes réduit, non seulement ce qu'ils vont manger, quand ils vont le manger, le timing dans lequel ils vont le manger. En gros,
le client s'en remet à vous totalement, du début à la fin. Et vous, quelque part, ça vous donne une maîtrise, à la fois dans la création et dans la gestion aussi, de tout, à tous les niveaux, même les stocks, même tout, en fait, vous maîtrisez tout. On a une maîtrise absolue, donc on s'est mis dans les meilleures conditions pour cuisiner à notre meilleur. N'importe qui dans les conditions dans lesquelles je suis aujourd'hui se trouverait dans ces meilleures conditions de cuisinier. En plus, si on a les moyens, c'est-à-dire si on a l'équipe derrière, si ça Mmh. se traduit pas, comme dans ce premier projet, à être tout seul, à cuisiner tout seul, avoir un tourne-disque et un dimmer pour mettre un peu d'ambiance et caler l'ambiance sur le temps et l'offre. Parce qu'à partir du moment où on maîtrise le temps et qu'on maîtrise l'offre, on sait qu'à tel moment on va servir tel plat. On peut réfléchir justement À comment on à va cette partie un petit peu intangible de ce qu'on appelle l'atmosphère. Et mmh, donc, la partie immergée qui définit et caractérise l'ultraviolet aujourd'hui n'est que la conséquence, en fait, de l'axiome de départ, qui est de dire, je maîtrise l'offre et le temps pour servir les plats au pic du plat, sans avoir à les intégrer de façon, pas nécessairement aussi acceptable que ce que ferait, ma mère à la maison, où elle, quand elle cuisine des côtes de porc, elle les ouais, fait, quand les côtes de porc sont en train de finir de cuire comme ça, c'est elle appelle, maintenant. à table, c'est maintenant, Mmh. tac, on descend, on s'assied, on mange les côtes de porc au pic du plat, c'est merveilleux. Voilà. Donc c'est l'action de départ est vraiment axée sur la cuisine, avant tout, et la conséquence est effectivement de pouvoir habiller l'atmosphère, la tailler sur mesure pour éviter d'avoir une atmosphère finalement perturbante, c'est-à-dire une atmosphère qui n'a rien à voir avec le plat, une musique qui n'a rien à voir avec le plat, Mmh. une lumière qui n'a rien à voir avec le plat, un environnement qui n'a rien à voir avec le plat. Le seul moment où on a cette impression de sense of place dans certains endroits et on pense quelquefois que la cuisine y est meilleure, c'est une erreur quelquefois. C'est par exemple quand on va, au bord de la mer manger un poisson grillé Oui, et c'est le moment où on se dit: «Tin, c'est il y a une espèce d'harmonie entre ce poisson, la l'environnement. mer qui est juste en face de moi et donc il semble être meilleur», alors que Mmh. quelquefois il est meilleur chez Alain Ducasse, au Meurice aujourd'hui. Mmh. C'est plus dans le ce que j'appelle le psychotaste, le goût psychologique, que dans la réalité des choses. Mais c'est vrai que de mettre les recettes, les produits que l'on cuisine dans un environnement qui leur appartient et puis la culture aujourd'hui, elle est télévisuelle, elle est, Mmh. Oui, on a des référents. on a des référents et à ce moment-là, on s'immerge beaucoup plus dans le plat et ce qui est la réalité de l'ultraviolet et je dis ça parce que c'est très difficile à décrire l'ultraviolet, ça se décrit très mal et quand je le décris si je veux le décrire très bien, c'est très prétentieux. Mais le but de l'opération, c'est au contraire de ne pas animer la table pour divertir les clients, mais de les forcer à se concentrer sur le plat en leur donnant un environnement, aussi factice soit-il, qui est le plus proche Ouais. possible du plat pour que l'imaginaire fasse le reste et vous mette dans les meilleures conditions. Et c'est en général des images qui sont récurrentes comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des loupes et quand vous avez la mer qui vous entoure, une mer démontée de rochers, c'est là que je sers cette espèce de homard cuit dans une eau de mer parce que c'est ce qui correspond le plus à ce homard cuit comme ça qui est, cuit à l'eau, dans presque son eau, c'est souvenir de Sense of Place, calanque de Marseille, pêche de c'est une cigale à l'époque, mais on s'en fout et on la cuit dans une eau de mer à même le bateau. Traduction de ce moment et on se retrouve presque immergé dans Ouais. ce moment, pour le cas, c'est le cas de le dire et ça correspond à ce homard-là. Mais on aurait fait un homard grillé, c'était pas du tout le même Ouais, environnement. bien sûr. C'était quelque chose de beaucoup plus sec. C'était justement une plage, le soleil, 1, 2, 3, le niveau, le ciel bleu et cetera. Ouais. Donc chacun dans cette espèce d'inconscient ou de conscient collectif ou de culture, globale, a une espèce de vision comme ça des choses qui peut vous permettre de vous immerger plus qu'un décor qui n'a rien à voir, aussi beau soit-il. Vous créez des conditions de dégustation optimales finalement, une espèce de résonance et d'alignement total entre, le la personne, le produit et l'environnement duquel il vient et l'endroit où il le déguste. C'est très chiant, hein, quand même votre histoire parce que du coup, quand on repense au principe du client, on se dit: «Putain, mais c'est vrai que je vais pas manger en même temps que la table d'en face». Mais la musique que je vais supporter à ce moment-là va être la même, sur l'entrecôte du type à côté que Ouais, sur, mon radis beurre. ouais, Donc on se dit, en fait, c'est vrai que tout est toujours décousu dans la restauration et ouais, l'alignement que vous cherchez à ultraviolet, il est exceptionnel parce que, de fait, l'ambiance, la musique, l'image, le plat, le service, tout s'aligne tout le temps et pour tout le monde ouais. au même moment. Exactement. Très chiant, C'est très bien chiant. dit. C'est bien dit Ça rend tout le reste un peu, et bien compris rapidement parce que des fois c'est un petit peu, complexe à expliquer pourquoi en fait, le niveau de concentration
quand je sers un plat ultraviolet est très supérieure au Bah niveau de oui, concentration quand je sers un plat, même dans une brasserie ou quoi que ce soit. bien sûr, parce que On tout est aligné, tout Tout est est pensé, aligné tout est et aligné. en plus, on joue sur certaines choses. C'est-à-dire que quand on a décidé que la table ne peut pas se parler, le niveau sonore est tellement élevé qu'on ne peut pas se parler. Je ne tiens pas à ce qu'on se parle, d'accord? Ouais. Le seul moment où on va distraire un peu la table, c'est le moment où on va débarrasser. Parce qu'à ce moment-là, on veut pas forcément qu'on voit, même si c'est un balai de service permanent, qu'on voit les serveurs, c'est pas le truc le plus joli. Donc à ce moment-là, la chose s'anime avec quelque chose qui est visuel et qui vous attire un peu sur les écrans. Ouais, pendant que Le ça plat arrive, 30 secondes, on s'immerge dans l'ambiance de ce plat. On boit un petit peu le pairing qui va avec pour se mettre un petit peu en avant-goût. Donc il y a tout ce rituel que les gens font naturellement, hein. combien de convives, du coup, autour de la 10, toujours 10, 10, pas OK. un de plus, pas un de moins. Je crois qu'il y a eu une fois ou 2 où la table, parce qu'au dernier moment, on n'a pas pu remplacer, Mmh. quelqu'un, s'est retrouvé à 8 et encore je crois qu'on a mis des mecs de chez nous. Mais ça a toujours été, 10 couverts. 10 couverts, On ne peut 10 pas. 10 personnes. Combien de personnes, en cuisine et en salle? Alors en tout, notre équipe complète, c'est presque une équipe de 30 personnes, mais dédiée le soir même, et sur place, on est en général, entre 20-25. Voilà. D'accord, OK. Ce qui est le plus haut ratio, c'est pas il y a pas de quoi être fier. Mais quand on parlait des moyens dédiés Ouais, par client, il faut mais c'est savoir considérable, qu'aujourd'hui, du c'est coup? considérable parce que c'est 2,5 à 3, en sachant que, je crois que El Bulli, c'était 2,4, ce qui est déjà énorme, qui était le plus élevé. Un restaurant 3 étoiles classique, c'est un employé par client. Des Ouais, fois, c'est plus, mais ouais. un employé par client, c'est-à-dire entre salle, et vous avez 50 places assises, vous avez en tout 50 employés. Voilà, c'est à peu près les ratios, classiques. Donc évidemment, on s'est mis dans des conditions qui sont des conditions exceptionnelles. De compétition, enfin, de ouais, c'est hors norme, Voilà, hors norme. c'est dans ce sens-là, tout est un peu exagéré parce que c'est tellement réduit. Quand on a une espèce de descriptif sur notre site internet d'Ultraviolet où on montre les moyens mis en place, on a 1000 m² dédiés à 10 couverts. Donc évidemment, quand on fait le parallèle de ce que ça pourrait représenter sur un restaurant comme Mr. Mrs. Bun d'une centaine ou 140 places assises, je crois qu'il fallait qu'on cuisine dans le ring là de Beijing, là, le truc olympique de Beijing. Ouais, ouais, Donc ouais, mangeable. c'est un petit peu démesuré, mais c'est voilà disproportionné par rapport à 10 couverts, mais en fait en même temps, c'est, le principe de ce restaurant. Qu'est-ce que ça vous permet d'atteindre une espèce de recherche de perfection? Je parle de cuisine là, vraiment. Ouais. Qu'est-ce que vous allez, parce que là vous, enfin, tous les curseurs sont poussés au max quand vous parlez de l'exigence. Moi, je repense à vos histoires de MJC, de colonie, où le mec il fout tout le monde à genoux, et il est encore là, celui-là, avec cette, Ouais, ouais peut-être, mais c'est on n'est pas loin de la définition de l'excès, si je puis me mais permettre. on est quand même dans un principe de cohérence. Parce qu'effectivement, le reste de l'incohérence. On se rapproche le plus, pour moi, de la cohérence de ce qu'est être une espèce d'expérience. 2 mots que je n'aime pas, mais je vais le dire quand même. D'expérience holistique, de l'ensemble, C'en est une. d'accord, voilà, qui s'aligne pour pouvoir en même temps, éviter d'être distrait, donc se concentrer au maximum, donc percevoir les choses au maximum, et c'est ce qu'on a cherché à faire. Le plus important à Ultraviolet, qu'on travaille beaucoup, qui est très peu mentionné d'ailleurs, c'est le tempo. C'est-à-dire l'enchaînement d'un plat. Il y Mmh. a beaucoup des plats qui sont en une bouchée, c'est des petits plats, il y a une vingtaine de plats, il y en a qui sont en 3, il y en a qui sont en 7. Donc il y a des variations dans ces formats-là, et il faut que le temps imparti à la dégustation, qui est presque toujours le même en fonction des tables, des fois on force un peu quand il y a quelqu'un qui est un petit peu lent comme ça, parce qu'il pense qu'il faut déguster, c'est pas, on va lui dire, «Take your time». Bon, mais bien, en lumière le fait que tu es en retard, tu fais chier Mmh. toute la table. Mais ça permet vraiment, ce rythme est le plus important, le tempo est le plus important. Ce qui me dérange le plus dans certains restaurants, dits gastronomiques, C'est de ce subir. c'est de subir ce truc où entre une bouchée qu'on vient de recevoir et la bouchée qui arrive après, il y a un quart d'heure, Ouais. excuse-moi. Mmh. En fait, l'éphémérité, dans un contexte d'une table où on est à très proche de la table, hein, quand on sert la cuisine, on peut faire des choses qui tiennent 30 secondes, d'accord? Et elles vont être mangées parce qu'on les sert au moment où il faut les servir, et en 30 secondes, Ouais, ça a et on disparu. passe à la séquence Le d'après. temps de mise en place de la table, de servir et de débarrasser, c'est Et plus long. maximum 3 minutes, Ouais. et ça veut dire que le plat, il arrive après. Et donc là, ce tempo est très important dans la perception de ce qui est un repas, parce que ça reste une forme de repas
dans la tradition judéo-chrétienne de cette espèce de, on a les entrées, on monte comme ça dans un espèce de Mmh. pic avec les plats principaux et puis on redescend comme ça sur les douceurs. On reste dans ces formats, mais sur un plat. Un plat, ce qu'il y a de très intéressant, c'est pas, ça peut être très chiant, hein, un plat. Mais ce qu'il y a d'intéressant, ce que j'ai trouvé très intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, on peut travailler les plats les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que les équilibres, on les travaille d'un plat à l'autre et non pas dans une même assiette. Je suis pas obligé d'équilibrer ni diététiquement, alors surtout pas diététiquement, mais ni en termes de goût. Une assiette, je peux avoir une assiette qui est trop violente en termes de sel et par exemple d'acide, mais qui est rattrapée par l'assiette d'après. Et là, ça permet vraiment d'avoir une liberté absolue en termes de création. On n'est pas limité par le fait qu'une assiette doit être équilibrée et qui dit équilibre, je vais exagérer, hein, mais qui dit équilibre, nous ramène à une espèce de moyenne qui par nature est moyenne. Voilà. Donc ça veut dire que parfois il y a des séquences où vous vous amusez à pousser les curseurs, à emmener un plat vers des Ouais, choses qui ouais. peuvent surprendre ou voilà On peut des pousser, notes au toniques comme on maximum. peut Alors dire. après moi j'ai des choses que j'aime bien, j'ai des référents qui sont un petit peu populaires et cetera, parce qu'à partir du moment où on a fait dans chaque plat, au moment où on le fait en tout cas, il y a une forme d'innovation. C'est ce qui définit un plat d'ultraviolet. Qu'elle soit conceptuelle, ce que je disais un petit peu tout Mmh. à l'heure, et cetera. Et donc ça valide le principe de ce qu'on a appelé l'avant-gardisme d'ultraviolet. Mais c'est pas forcément l'avant-gardisme dans le sens où on est sans arrêt en train de faire des choses qui n'ont pas de référent. Moi, j'aime bien qu'il y ait un référent pour ne pas perdre les gens. Ouais. Quand on fait une nouvelle texture, j'aime bien que ce soit référent à un plat populaire parce que ça nous ramène à quelque chose qu'on connaît. On peut quand même le comparer, et cetera. Et il faut pas trop en mettre dans une assiette, d'après moi. C'est-à-dire que plus on en met, plus on perd les gens. Là, le Mmh. but de l'opération, c'est pas de les perdre, c'est de garder à chaque fois un lien. Alors après, il y a des cultures différentes. On a des gens qui sont de Ouais. Qui telle choperont région, pas le telle gratin dauphinois et qui l'auront plus. exactement. Ouais, je Donc comprends. voilà, c'est un peu le principe du ultraviolet. Qui décide de ce qu'il y a autour de nous chez Ultraviolet, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend? Guess. Alors, on n'est que 2 à travailler, hein, on chaque fois que j'ai travaillé avec des grosses équipes, quand on a fait des événements, c'est beaucoup plus compliqué que Mmh. de travailler, dans un principe immersif. Nous, on est dans un principe immersif et on prend le temps de faire. C'est-à-dire que Mais là, on se parle vivre. c'est le plat, donc c'est moi qui décide de la direction, on va dire «artistique», entre guillemets, de la Mais si, justement. direction, de l'ambiance, d'accord? Et souvent je décide de la musique parce qu'il y a plein de connotations. Des fois, il y a des plats qui sont personnels, donc quand c'est, je disais géographique ethnique, c'est plus facile à concevoir. Quand c'est plus particulier, plus personnel, des fois, il y a des choses qui sont plus difficiles à comprendre, mais je me comprends et quelquefois on peut l'expliquer et de toute façon, il y a toujours une raison pour laquelle j'ai fait les plats même si je découvre des fois la raison a posteriori, chaque plat est sous-tendu par une forme de souvenir. Ouais, il y a parfois où vous vous retrouvez après le plat, vous dire: «Ah putain, en fait, c'était ça». Ouais, exactement. Drôle. Donc ce Parce que que je ne crée pas en me disant: «Tu vas faire», ça m'arrive de dire: «Je vais faire l'expression», par exemple, quand je veux rendre un hommage à Zador Etchebari en termes de, perfection de la simplicité par rapport au fait que, le gars, il a, quelques grilles comme mmh, ça avec, une fumée, un assaisonnement, une cuisson parfaite, 2 produits, un contrepoint dans une assiette. Il arrive à vous faire une démonstration d'excellence dans la simplicité. Ce truc me marque. Là, je sais que je vais rendre hommage, ouais, donc je vais tourner autour du principe, du grill, de la fumée, du machin truc, et cetera. Puis je vais faire une interprétation qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec ce qu'il fait, mais c'est c'est de là dans que ça cet part. esprit-là. Mais la majorité du temps, c'est une création qui part parce qu'on a fait une découverte, qu'on veut tourner autour et qu'on pense qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et en général, je me rends compte quelquefois, quand je finis, je me dis: «Ah ouais, mais putain, mais en fait, En fait, c'est c'était très ça. lié à ça, Ouais. à ce souvenir, à ce lieu, des fois même à des choses un peu moins évidentes. Mais c'est toujours, en fait, tous les plats qui ont été faits ont toujours été liés à quelque chose. Et c'est ça qui est très intéressant, dans le travioli. Le principe de montage du menu est très intéressant. Le principe de finition, c'est là que je dis qu'on travaille qu'à 2 et on prend notre temps. Il faut pratiquement, si on faisait que ça, il faudrait 6 mois, mais ça prend pratiquement une année de finaliser un menu dans lequel on a déjà trouvé le corps du menu. Il faut presque 2 ans pour faire un menu, d'accord? Puisque la première année serait consacrée à travailler sur 100 recettes. Après, on descend à 50 et puis Ouais. après, voilà, quand j'ai 30 recettes, je sais que dans ces recettes-là, ça peut rentrer, ça peut composer un menu parce que je sais à peu près les espaces et le type de plat dont j'ai besoin pour faire le menu. Quelquefois, pour le compléter, d'ailleurs, je suis obligé de prendre des plats d'archives, c'est pas toujours, que des créations du moment. Mmh. Heu,
on démarre ce qu'on va appeler l'habillage de la table, c'est-à-dire qu'on démarre à travailler sur Ce qui va l'ambiance qui accompagner. va, voilà, immerger, ce plat, et coller au plat le plus possible. Vous parlez d'un film là. Vous vous rendez compte, c'est exactement le discours d'un réalisateur. C'est-à-dire que vous partez d'idées qui vous sont propres, que vous analysez pas toujours ou qu'a posteriori dont vous trouvez l'origine. Vous réduisez, vous faites du montage, hein, ce qu'on appelle du montage. Vous faites de la réalisation parce que vous allez justement penser tout ce qui va habiller votre propos. Et à un moment, vous conviez un public à la projection. Ouais, on peut le voir comme ça, mais C'est une palme d'or qu'il vous faut, c'est pas vraiment des étoiles. même si finalement la composition la plus difficile, c'est qui sous-tend tout le reste et qui est la plus intéressante, c'est d'arriver à mettre bout à bout et je trouve que c'est une vingtaine de plats à chaque fois, mais dans ce qui va former un menu qui au bout du compte est équilibré. Ça, c'est très difficile et c'est très intéressant. Mais c'est la question du rythme dont vous parliez, du relief qu'il peut y avoir entre les séquences. Oui, c'est ce qui fait qu'un film fait qu'on reste jusqu'à la fin ou qu'au bout de 20 minutes on décroche ou. Je suis d'accord, il y a des très grands films, des films avec de très belles images et qui sont très mal montés. Mais ouais. Donc quand vous parlez de dans... direction artistique en vous excusant en disant, en fait c'est complètement ça. Et vous atteignez ce que vous cherchez depuis le début. C'est-à-dire cette envie de vous exprimer. Ouais. On est dans le. C'est pour ça que je pense qu'après Ultraviolet, il n'y a pas forcément quelque chose d'autre. Alors c'est ça. Dans cette ligne-là, peut-être que je changerai d'avis, peut-être que j'aurais envie à un moment donné de reprendre peut-être un restaurant gastro et peut-être effectivement de dire nul n'est prophète dans son pays, revenir en France. Mais je pense pas que j'ai cette velléité aujourd'hui. Toutes mes velléités de chef ont trouvé refuge à l'intérieur du projet d'Ultraviolet. J'ai eu le maximum de ce que j'espérais, le maximum de ce que peut espérer quelque part un cuisinier. Donc, pourquoi essayer de se remettre en question? Ce serait pas une question d'ego après de me dire est-ce que je suis capable de revenir montrer à tout le monde que je peux avoir 3 étoiles sur mon territoire? Je sais pas si ça m'intéresse. Sans parler d'ego, là, si on parle de kiff, vous allez le trouver où? De fait, parce qu'après une expérience comme ça qui vous ressemble autant et qui comble Ouais, autant de ce que vous avez toujours cherché finalement. ouais, mais c'est vrai qu'il y a quand même d'abord il y a aussi une question de moyens, c'est aussi pour ça que je vais arrêter, mais il y a aussi une question de temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je veux, à un moment donné, dans cette 3e phase de ma carrière, pouvoir développer des choses aussi un petit peu commerciales par rapport à moi, par rapport à mes équipes, etc. Et j'adore faire certaines choses beaucoup plus simples. Je peux Mmh. passer des plans, on va faire un sandwich, moi. Mais ça veut dire que tous les autres, d'ailleurs, mais j'adore cette idée. Donc, pour le moment, j'ai envie de cette espèce de pause et de ne pas subir finalement quelque chose qui est ma passion comme une contrainte parce que j'ai besoin de garder 3 étoiles. Donc la démarche, elle est là. Je Mmh. me dis, écoute, oui, quelque part, par rapport à certaines choses, peut-être qu'on aura moins de projets, mais je pense pas que ce soit très important aujourd'hui. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Je sais même pas si je vais pas faire un fast-food. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Là, j'ai toujours été très curieux là-dessus, très ouvert, trop ouvert. Je suis ouvert à l'industrie. Bon, il y a plein de choses qui me passionnent. Les supermarchés me passionnent aussi. Les mecs, allez, super. Et il y a plein de choses qui sont intéressantes là-dessus. Et on va voir ce qu'on va en faire. Est-ce qu'à un moment donné, le principe de l'expression personnelle me manquera? C'est possible. J'ai pas l'impression aujourd'hui que j'en ai besoin dans les années qui viennent. Ok, nouveauté dans la vie de Paul Perret quand même, parce que c'est un Ouais. peu ce qui vous anime depuis le tout début. Ça, et puis l'envie aussi, et on a évoqué Nonos au cours de cet échange, cette envie d'aborder les choses, même si simples soient-elles, avec le goût de bien faire. Et là, je retrouve l'histoire des frites Et et ça, on va le garder. Ça, on va le garder. Et ça, c'est aussi passionnant. Féti. Féti. Non, mais il y a de ce truc. La frite de Féti. La frite parfaite. Ah ouais, en fait. Après, bon, et non, mais c'est sans prétention. Je pense que quand on est dans des choses un petit peu plus commerciales, les moyens ne sont pas forcément. On pourrait faire quelque chose de très simple et très identifié. Il faudrait des moyens Non, mais chez vous, il y a toujours cette envie de le faire. de le faire bien. Ouais. Mais il faut, pour atteindre une forme de perfection dans des choses identifiées, il faudrait des moyens qui sont démesurés, qui ne correspondent pas
À la à la finalité commercialité oui. potentielle du lieu. Donc faut pas non plus exagérer. Mais j'adore cette idée. Il y a plein de choses dans les restaurants que j'ai fait d'ailleurs et que je continue à faire. Là, on a un projet qui est à Singapour, qui sera de table de tranche. J'avais fait un très beau projet qui s'appelait Shop Shop Club, qui était cette espèce qui est tiré un petit peu d'ultraviolet et qui me permettait d'offrir des pièces entières. Parce qu'on dit, on rêve toujours en tant que cuisinier d'offrir des pièces entières, des beaux turbos, machin, Ouais, etc. Mais comment on fait si on vend pas le beau turbo grillé à ouais, l'ensemble d'une table? une plante. Comment Mmh, alors mmh. et là, c'était animé par on avait des grands miroirs comme ça dans le restaurant, c'était à Uniqlo, à Shanghai et derrière ces miroirs, en fait, on avait des écrans et on affichait un programme un peu comme à la bourse, vous savez? Cette espèce de programme où vous aviez, turbo, 19 h, 8 portions, tel prix à la portion et donc en fait, on sortait le turbo à 19 h exactement Ouais, sur une table de tranche énorme comme ça. Il sortait grillé à 19 h, on le coupait 8 portions et comme les gens l'avaient vu sur le truc, ils ouais, avaient ouais, pris ils un prennent. peu comme, aux enchères, j'ai une portion et donc Ouais, on vendait sur des tables séparées, mais au même moment parce que les gens l'avaient pris. ouais, ouais. C'est vachement intéressant, c'était un restaurant que j'ai adoré, j'ai beaucoup regretté d'avoir fermé. Il y a des conditions des fois commerciales qui font qu'on peut pas continuer certaines choses C'est hyper marrant et comme concept ça, c'est d'imaginer un fil de produits qui continue et en fait les gens ouais. qui en fait, presque qui Alors lèvent le doigt et qui se et positionnent pour sur la séquence quoi. ouais, c'était vachement intéressant parce qu'en fait, on est dans l'hyper-précision de quelque chose de très populaire et d'ailleurs, on avait fait un truc que j'ai plus refait depuis. Alors ça m'embête de le refaire parce que quand on a perdu un truc comme ça, on a l'impression de redevoir écrire un livre qui a déjà été Ouais, écrit et c'est ouais, ouais. presque impossible. Mmh. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que même en cuisine, on avait mis, ça semble un peu exagéré, hein, mais pour faire zéro erreur, on avait mis des écrans comme ça et comme on savait qu'à 19 h, on devait sortir le Une turbo, par turbo, ouais, exemple, ouais, ouais. on savait que ça voulait dire qu'à 18 h, le turbo était mis à l'extérieur. On avait le premier Ouais, donc marquage c'est que jusqu'à tout est Paris à tel séquencé, moment, et ouais, cetera. On le passait dans le four à 400. Après, on le passait dans le four à bois, là, ouais, tac, ouais, vite fait, avant. Et donc, à chaque fois, il y avait un truc qui arrivait, ça faisait bip! ouais, ouais, hop. Et les cuisiniers, c'était là. On se serait cru un peu chez McDo ou un truc comme ça. On Ouais, a bah les oui, tout trucs, est tic, normé. tic, tic. Mais c'était extraordinaire, hein, c'était extraordinaire. J'adore ce truc. Grand formatage, grand formatage. Grand Mais avec la formatage cuisine qui avec décide toujours de ce qui va se passer dans la ouais, salle aussi, c'est la cuisine. là Là, oui, on est dans la là oui, maîtrise totale. là oui. Mais Bah là oui, c'était ultraviolet assez aussi, rigolo. enfin Oui, c'est, ça, c'était inspiré d'ultraviolet. ouais voilà. Mais dans un truc finalement où les gens ne voient pas comme ça. Non, non, bien Les sûr. gens, on aurait pu simplement aussi, ce qu'on voulait faire d'ailleurs au début, dire on fait un turbo, quand le turbo il sort, on gueule, on Ouais, sonne une qui veut cloche, du turbo? turbo, qui veut du turbo? Ouais, Ah ouais. bon, c'est rigolo aussi, ça fait un peu bordel, j'aime bien l'idée. Vous avez parlé, juste une question parce que c'est vrai que cette vie, elle est faite de voyages, de rencontres, et on sent qu'il va y avoir encore d'autres chapitres, par la suite. Comment on gère vous avez parlé de votre paternité, de votre couple, comment on gère sa vie quand on a à ce point cette, énergie qui va, qui vient? Vous avez parlé de choses sinusoïdales pour parler de cuisson tout à l'heure, mais ce récit, il est fait aussi comme ça de séquences très différentes, de destinations très différentes. Comment on gère tout ça? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on arrive à le faire exister? C'est vrai que les gens se demandent: qu'est-ce que tu fais quand tu travailles pas?» Je vais au restaurant. J'ai toujours pensé que j'avais la chance de faire mon métier. Donc, il y a des contraintes, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure maintenant, je m'en suis un peu débarrassé des plus grosses contraintes. C'est-à-dire que, par exemple, je fais pas toujours les services parce qu'ils ont pas forcément besoin de moi. Ça me permet d'ailleurs de m'absenter. Quand je fais Top Chef à Paris, je suis pas ultraviolet, mais l'équipe est tellement rodée, les choses sont tellement précises. J'ai des gars qui sont là, qui font ça mieux que moi. Non mais là vous me parlez, je vous dis comment vous gérez en dehors du travail, vous me parlez de votre travail du coup. Comment on fait pour être père et mari quand on est à ce point Alors, partout? déjà Marie, je suis séparé de ma Oui, femme enfin vous depuis un l'avez, certain du coup temps. vous l'avez été Mais à une mais je l'ai époque. été je l'ai été comme beaucoup de cuisiniers, peut-être mal, c'est-à-dire qu'en arrivant tard le soir, et cetera, et cetera. Est-ce que j'ai été un bon père? J'ai été un père comme un cuisinier, j'adore mon fils et j'ai fait en tout cas à distance, j'ai l'impression de faire le mieux. Est-ce que si je refaisais des choses Oui, on par peut rapport tous au temps que refaire. je dois dédier à mon fils, peut-être que oui, c'était peut-être pas suffisant. On peut toujours penser qu'on a raté certaines choses en essayant de faire bien d'autres choses. Je pense que j'ai pas forcément beaucoup de regrets. J'espère que les gens n'en veulent pas trop, de ne pas toujours avoir passé le temps qu'il fallait. Mais j'ai pas de vrais autres hobbies. Ouais, je vais pas à la pêche. Enfin, je fais pas du ski. Il y a plein de choses comme ça que je fais pas, mais ça me manque pas parce que j'ai pas besoin de nourrir ce que je fais avec d'autres choses qui pourraient être passionnantes. J'ai fait des choses qui étaient passionnantes toute ma vie, donc ça Ouais. va. Bah ça veut dire qu'il y a le chapitre post-ultraviolet est Mais loin d'être. peut-être que je vais me reposer, j'en sais rien. Peut-être qu'on va voir. Mais c'est Excellent, possible. C'est excellente possible. blague. Bah oui, oui, évidemment, oui. Ouais, pour une fois, pour voir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Trop bien.
Cet épisode a été enregistré à la fin du mois de janvier 2025 et à ce moment-là, la fermeture d'Ultraviolet n'avait pas été annoncée. C'était donc un moment particulier pour moi d'entendre ainsi Paul Perret partager cette vision, expliquer l'ADN de ce lieu, l'entendre dire qu'il représentait l'apogée de sa carrière, tout en sachant que quelques semaines plus tard, il surprendrait son monde en annonçant la fin de ce chapitre. Aujourd'hui, vous découvrez cet épisode et le restaurant vient de fermer ses portes, définitivement. Il y a 48 heures, Paul Perret y a livré son dernier récital et il a éteint les 3 étoiles qu'il faisait briller à Shanghai avec, on l'imagine, l'énergie qui le caractérise, la tendresse au fond et la fougue qui l'anime. Respect, chef, et surtout, hâte de découvrir quelle forme vous allez donner au repos que vous envisagez. Rassurez-vous, personne ici ne vous a cru. Et d'ailleurs, chers auditeurs, chères auditrices, en attendant de savoir ce que le chef nous réserve, je vous suggère d'aller découvrir les lieux où il continue de sévir avec générosité et exigence. À Shanghai pour les plus voyageurs, à Paris pour les proches auditeurs. Nos noces vous attend à l'hôtel de Crillon et c'est un sacré parti pris, car sous les ors du palace, il y a là une carte d'évidence et de réconfort qui va du steak frites au foie de veau en passant par le tartare. On peut se faire un magnifique œuf mayo, un rôti à l'humeur, bref, c'est ultra balisé et surtout tellement bien réalisé. Faut le savoir, au Crillon sous Paul Perret, on se fait cajoler. Merci chef d'avoir pris le temps de nous raconter votre histoire. Bon vent et à très vite, à table avec joie et à la télévision chaque semaine pour cette 16e et prometteuse saison de Top Chef. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir suivi ce voyage en gastronomie sur Paul Perret Airlines. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il avait fait l'avion à la fin de l'interview. Et non, mais il nous a fait voyager et il va à 300 à l'heure, faut le reconnaître. Je vous le redis et je vous en remercie. N'oubliez pas de mettre une note à ce podcast. Les 5 étoiles, c'est mon Graal. Et c'est surtout pour moi l'occasion de faire connaître mon travail et celui des chefs qui prennent ce temps pour partager avec nous le récit de leur vie. Je vous donne rendez-vous mercredi pour Show, notre format actu, et vendredi pour Chef d'entreprise, notre émission dédiée, comme son nom l'indique, à l'entrepreneuriat dans la gastronomie. Tout ça, c'est sur Chef. Alors abonnez-vous pour ne rien rater et à très vite. Salut!